Bonjour à toutes et à tous. Nous entrons maintenant dans un des volets les plus importants du cours, celui sur le texte prescrit. La session passée, vous avez eu les méditations métaphysiques et cette session-ci, vous avez le fameux texte de John Stuart Mill de la liberté. Alors, je vais faire plusieurs capsules sur cet ouvrage pour essayer de bien comprendre l'ensemble des éléments et des arguments euh, en faveur, bien sûr, d'une très grande liberté, individuelle qu'on retrouve chez John Stuart Mill, qui est d'allégeance, on s'en souvient, d'allégeance libérale. Commençons tout de suite avec un petit préambule, comprendre l'époque, l'homme, Mill et bien sûr son œuvre. Euh, Vous avez l'Angleterre du 19e siècle, la révolution industrielle. Vous avez un métier à tisser mécanique. Déjà, les premiers modèles sont au 18e siècle et au 19e siècle, tout ça explose. Vous avez bien sûr la locomotive à vapeur qui va permettre bien sûr le transport soit des passagers, mais aussi de la marchandise et notamment hein, du combustible, du charbon qui permet justement de créer cette énergie nécessaire à la révolution industrielle. Vous avez bien sûr à cette époque-là, pardon, vous avez une époque située après la RA, Révolution américaine en 1776, et après la Révolution française RF 1789. Il faut avoir à l'esprit que Mill, comme libéral, va devoir se positionner sur l'avènement de la démocratie, notamment si on pense à la démocratie telle qu'elle s'est manifestée avec la Révolution française et le fameux régime de la terreur où plusieurs personnes ont été guillotinées, euh, et ça, bien sûr, au nom de la République. Vous avez au 19e siècle la cristallisation entre deux idéologies ou deux, si vous voulez, euh, systèmes politiques, voire économiques. Le capitalisme d'un côté qui est en branle et qui est en plein essor grâce à la révolution industrielle. Et vous avez bien sûr cette fameuse tendance au contre-pouvoir. Vous avez le socialisme qui fait son essor également comme idéologie politique, soit par exemple par les écrits de Marx sur le communisme ou sa critique du capitalisme, par exemple, où vous avez aussi toute la tendance anarcho-communisme qu'on retrouverait, par exemple, chez un Proudhon. Et ne pas oublier qu'à cette époque, l'Europe est formée de pays qui vont bien sûr prendre part au colonialisme. Donc, vous avez une Angleterre, notamment, qui est impérialiste et qui va coloniser d'autres régions sous prétexte qu'elle est capable de civiliser l'ensemble de la planète. J'aimerais qu'on l'ait à l'esprit parce que, bien sûr, John Stuart Mill est un défendeur de cet esprit impérialiste. Vous avez un John Stuart Mill avec une éducation incroyable, dirigé par son père, James Mill, qui est un disciple de Bentham. Autrement dit, son père, c'est certainement un homme qui est à l'avant-garde de la société de son époque et qui va éduquer son fils de la meilleure manière possible. Il va lui enseigner, il va lui permettre, en dirigeant son éducation, d'apprendre le grec, le latin, les mathématiques, l'histoire, la logique. Donc, bien sûr, John Stuart Mill va être, bien sûr, un génie intellectuel incroyable. Occupation de John Stuart Mill, philosophe,
c'est une personne qui s'est consacrée à son écriture. Et comment a-t-il pu être philosophe? C'est parce qu'il était administrateur de la Compagnie des Indes pendant 35 ans. Et donc, bien sûr, on voit ici l'esprit colonialiste qui est tout à fait présent. John Stuart Mill prend part justement à cette entreprise impériale de l'Angleterre. Et parce qu'il est administrateur de la compagnie avec une tâche qui lui laisse beaucoup de temps libre, ça lui permet d'écrire ses œuvres. Il sera député également avec un mandat, un seul, en 1865-1868. On note ici que Mill est un progressiste et qu'il déposera un projet pour le vote des femmes. Bien sûr, ce sera refusé, mais on voit ici que John Stuart Mill est clairement à l'avant-garde dans la visée progressiste de la société. Deux ouvrages célèbres, on en a mentionné un, celui du cours de la liberté. J'en nomme un deuxième, l'utilitarisme 1863, qui prolonge finalement la doctrine ou l'approche éthique fondée par Bentham, l'utilitarisme. On verra tout à l'heure à la fin de notre parcours de cette première capsule en quoi consiste l'utilitarisme, mais très brièvement, de Bentham et en quoi Mill finalement va amener l'utilitarisme à un autre niveau. Rapidement, aujourd'hui, nous allons nous consacrer au premier chapitre qui est une introduction. Ici, pas de distinction entre l'introduction et le premier chapitre. Hein. L'introduction ne précède pas le premier chapitre. Donc, on va voir hein, l'ensemble de ce que se propose de faire Mill dans cette œuvre. On va se consacrer donc entièrement au premier chapitre. Dans une prochaine capsule, ce sera le chapitre 2 de la liberté de pensée et de discussion, qui est le chapitre le plus important du livre. Et ensuite, nous allons traiter dans une autre capsule subséquente de l'individualité comme l'un des éléments du bien-être, des limites de l'autorité de la société sur l'individu et ses applications. Je note tout de suite que l'une des choses les plus importantes qu'on retrouve dans On Liberty, c'est l'idée selon laquelle le progrès doit passer par le développement de l'individualité. Autrement dit, John Stuart Mill essaie de fonder une nouvelle politique où on va laisser la plus grande place à la liberté individuelle. Et il va essayer, bien sûr, de comprendre les nouveaux dangers qui guettent cette liberté et ce développement de l'individu. Ma présentation d'aujourd'hui, celle du chapitre 1 ou de l'introduction, va être divisée en 6 points qui sont tout simplement les éléments que vous retrouvez page après page dans ce premier chapitre. Nous allons d'abord identifier ce qu'on entend par liberté civile ou sociale. C'est les premières lignes de l'ouvrage. Ensuite, nous allons essayer de comprendre où se situe pour Mill le débat. Pour ce faire, on va essayer de comprendre l'évolution du rapport de l'individu au pouvoir politique, selon Mill. L'identification par Mill d'une nouvelle forme possible de despotisme, une forme beaucoup plus insidieuse, semble-t-il. Le fameux principe de non-nuisance qui permettrait justement de contrer cette nouvelle forme de
despotisme. Les restrictions quant à l'application du principe, peut-être un élément qui semble un peu marginal, mais qui pose certains problèmes, on le verra tout à l'heure. Et enfin, l'approche utilitariste. En terminant le chapitre, il va montrer que son approche est liée à une conception du bien au sens utilitariste du terme. J'ai mis une représentation ici de Delacroix, La liberté guidant le peuple, qui bien sûr fait référence aux trois glorieuses, les 3 journées, le 27, 28 et 29 juillet 1930, qui a permis, non pas en Angleterre, mais en France, de passer à une sorte, un nouveau régime, une seconde restauration où la monarchie finalement va emprunter la voie non pas du conservatisme, mais essayer d'aller avant la Révolution française, mais plutôt une voie libérale où on va essayer d'accorder, bien sûr, des droits aux individus. Tout ça, bien sûr, vous allez voir, vous allez voir ça se déployer à travers le chapitre et à travers l'œuvre, bien sûr. Donc, qu'est-ce que la liberté sociale ou civile? Le sujet de l'essai, hein, quel type de liberté est en question? Et il clarifie tout de suite, Mill, en disant qu'il ne sera pas question de l'opposition probablement factice entre liberté et déterminisme. On sait que c'est une des questions qu'on peut se poser sur la nature humaine. Est-ce que l'homme est fondamentalement libre? Est-ce que l'homme est véritablement capable de choisir? Est-ce qu'il a une capacité d'agir indépendamment, par exemple, des lois de la nature ou de quelque chose qui est extérieur à l'homme, qui lui imposerait une manière de faire? On pourrait même aller dans les problèmes théologiques, par exemple, d'un Dieu tout-puissant, finalement, qui minerait l'ensemble de notre liberté. Alors, Mill va dès le départ dire qu'il ne sera pas être question de ce débat-là. Peut-être que cette distinction-là ne change pas grand-chose finalement à un autre débat beaucoup plus fondamental pour lui, qui est la notion de liberté sociale ou civile. C'est une notion, je le dis pour moi-même, qui n'est pas évidente parce qu'il nous dit la chose suivante. La liberté sociale, c'est-à-dire la nature et les limites du pouvoir que la société peut légitimement imposer. Donc, ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, et je l'ai présenté ici avec 2 cercles, c'est que la société pourrait bien sûr empiéter sur la liberté individuelle. Et la réflexion que se fait Mill dans cet essai, c'est de bien comprendre l'espace de liberté qui ne devrait pas être entravé par une quelconque autorité, que ce soit l'État ou la société, par le biais de normes ou de lois ou d'une opinion tyrannique, par exemple, qui nous empêcherait de nous exprimer pleinement. Les 2 cercles, on voit, pas très clair, mais il y a un cercle, autrement dit, qui empiète sur l'autre. Donc, la liberté individuelle, c'est mon espace. Puis là, on se situe tout à fait dans l'esprit de ce qu'on appelle la liberté négative. La liberté, c'est l'espace au sein duquel on n'interfère pas dans mon espace. Donc, c'est l'absence d'entrave qui me permet d'être libre, d'où l'idée de liberté négative, définie négativement, absence d'entrave. Ben là, ici, ça serait l'absence d'entrave de l'autorité, de l'État, de la société, de lois qui m'entravent, ou de normes qui m'entravent, ou d'un autre qui m'entrave. Alors, voilà la réflexion que se fait Mill. Ma liberté, finalement, elle se fait au sein de la société
Et bien sûr, on a à s'interroger sur la place que peut avoir la société, puis l'espace que moi je dois avoir sans que la société intervienne. Puis on va voir bien sûr hein, que c'est ce fameux mot de société ici qui va revêtir un enjeu extrêmement important. On va le voir dans un instant. Ces deux cercles concentriques, hein, ces deux cercles qui se recoupent l'un l'autre, c'est bien sûr l'expression, nous dit-il, d'une lutte entre liberté et autorité. Je dis ici autorité politique. Bon, il montre que cette lutte-là, elle existe hein, depuis très, très longtemps, bien sûr. Et le danger, nous dit-il, hein, c'est lorsque l'autorité politique peut devenir tyrannique, c'est le fameux arbitraire de l'autorité politique, lorsque le pouvoir finit par ne nous laisser qu'un très petit espace de liberté, voire même hein, qui se permet d'anéantir, comme bon lui semble, notre espace de liberté, par exemple en nous mettant à mort. Dans ce contexte-là, on comprend hein, que la réflexion de Mill s'inscrit dans une pensée libérale et pour les libéraux, partisans de la liberté négative, il y a une opposition entre le gouvernement et ceux qui le gouvernent. Ceux qui le gouvernent vont essayer, bien sûr, d'avoir une garantie sur leur liberté et vont percevoir le gouvernement comme une menace potentielle. Dans ce contexte-là, Mill va même dire hein, que le gouvernement est ici un ennemi. Et l'enjeu, ce sera de limiter le pouvoir de l'autorité politique. Si on essaie de mieux comprendre l'enjeu de ce texte-là, il faut voir le processus de libération en Europe, qui passe d'une monarchie à une plus grande démocratisation, voire à la démocratie, si on pense, par exemple, à la Révolution française, qui va abolir la monarchie absolue. D'abord, quelle est la lutte, nous dit-il? Ça va être une lutte contre l'autorité politique pour garantir certaines libertés. Je me suis permis ici de dire, hein, d'inscrire ici un élément de la Magna Carta de 1215, les articles 39 et 40, parce que je pense hein, que c'est un élément tout à fait intéressant quand on veut penser hein, de cette lutte contre le pouvoir politique pour s'assurer des droits. C'est ce qu'on appelle l'habeas corpus. Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors la loi, ou exilé ou lésé en quelque manière que ce soit, pas plus que nous n'emploierons la force contre lui ou enverrons d'autres pour le faire, sans un jugement légal de ses pairs ou selon les lois du pays. Nous ne vendrons, refuserons ou différerons le droit d'obtenir justice à personne. Autrement dit, il y aurait dans cette fameuse Magna Carta la garantie de certains droits, le droit d'avoir justice, puis le droit, bien sûr, à son intégrité, à son intégrité physique, puis à ne pas, bien sûr, être à la merci du pouvoir arbitraire de l'autorité politique. On doit être, bien sûr, jugé en fonction de certaines lois et on a des droits. J'ai marqué bien sûr la sécurité. On s'entend à penser par exemple à un système politique comme celui de Hobbes. Si par exemple l'État ne peut même pas garantir hein, ma vie, donc j'ai le droit à la vie, le droit à mon intégrité physique, bien entendu, on est aussi bien de retourner à la fameuse guerre de tous contre tous. Donc on accepte, hein, on consent à ce qu'il y ait un État que dans la mesure où celui-ci protège mon droit à la vie.
C'est la fameuse conservation de soi qui est au cœur du libéralisme, ou en tout cas des origines du libéralisme, comme nous l'avons vu. De cette garantie de certains droits, nous dit Mill, on va passer à un autre élément qui sont, dit-il, des freins constitutionnels, c'est-à-dire le consentement d'une instance représentant la communauté. Je ne veux pas m'attarder ici sur cet élément qui est fort complexe, mais on pense notamment au fait que le roi, dans une monarchie absolue, devait demander au Parlement, lorsqu'il voulait lever un impôt, si le Parlement consentait à la levée d'un impôt. C'est ce qui a fait problème dans la première révolution anglaise et c'est un des éléments qui va être acquis en la seconde révolution anglaise dans le fameux Bill of Rights, que nécessairement on doit demander au Parlement s'il consent à ce qu'un impôt soit levé. Alors, il y a des freins constitutionnels qui sont en branle progressivement dans la société ou dans un pays, dans un État. L'État va finalement se constituer d'une manière telle qu'il va y avoir des instances de contre-pouvoir. Le roi n'aura pas tous les pouvoirs, il va être obligé d'avoir un consentement à partir d'un organe précis. Et là, bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin avec la fameuse Révolution américaine et la Déclaration des droits chez les Américains, où on va voir finalement qu'il y a dans la Constitution américaine ce qu'on appelle les checks and balances, c'est-à-dire des freins constitutionnels qui font en sorte que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire permettent de s'opposer l'un l'autre de manière à ce qu'il n'y ait pas une seule branche qui ait tous les pouvoirs. Bon, encore ici, nous dit Mill, l'enjeu, c'est de garantir aux citoyens des libertés individuelles pour pas que tout le pouvoir se retrouve centralisé dans les mains d'une seule instance ou d'un seul individu. Et enfin, vous avez la souveraineté du peuple, l'avènement de la démocratie, ou en tout cas une démocratisation plus grande, parce que bien sûr, même si vous êtes dans une monarchie parlementaire, de type parlementaire, par exemple en Angleterre, vous avez quand même une instance le Parlement, qui est lié au vote de certains individus dans la société. Donc, il va toujours avoir une plus grande démocratisation jusqu'au au suffrage universel qu'on a aujourd'hui, avec bien sûr l'introduction des femmes pour le droit de vote. Bon, ceci dit, ce qu'il faut bien comprendre, je l'ai mis à gauche. Donc, on voit ici, et là, soyez attentifs, c'est ça qui est important ici à comprendre, c'est que Mill essaie de comprendre cette évolution-là et les risques d'un nouveau despotisme. Donc, d'abord, vous avez une monarchie absolue, si on parle de l'Europe, qui va bientôt tendre vers des régimes parlementaires ou constitutionnels, qui va garantir des droits aux individus et qui va permettre de freiner le pouvoir absolu, par exemple, du monarque ou le pouvoir absolu de l'État sur le peuple. Donc, il y a un gain dans cette lutte de la liberté contre l'autorité politique. Ceci aboutit finalement à un système, dans certains cas, démocratique, où là, non seulement vous avez la garantie de certains droits, mais vous prenez part au pouvoir. Et en ce sens-là, le pouvoir du peuple semble être finalement l'expression de la volonté de chacun des individus dans la société. Et on pourrait avoir, nous dit Mill, l'illusion finalement que
tous les freins constitutionnels, toutes les garanties qu'on s'est données sont un peu factices parce que dans une démocratie, le pouvoir, c'est précisément celui du peuple et non plus celui d'une autorité qui s'oppose au peuple. Et toute la réflexion de la liberté, c'est cet enjeu qui va être au cœur du livre. On va voir ça un peu plus dans le détail, avec bien sûr le nouveau pouvoir qui est mis en branle, le nouveau pouvoir de la société en démocratie. Et là, on pense au régime jacobin, hein, où on a guillotiné dans la fameuse terreur, guillotiné à la Révolution française des centaines de personnes au nom de la République. Lorsque les représentants du peuple décidaient, par exemple, d'exterminer une faction ou certains individus qui faisaient partie d'un groupe, ben, on se permettait de le faire au nom de la majorité ou de la République. Alors, bien sûr, hein, Mill, qui regarde l'évolution de la société, essaie de montrer que même une démocratie risque de devenir tyrannique. Il nous dit la chose suivante. Dans la marche des affaires humaines, un moment vint, cependant, où les hommes cessèrent de regarder comme une nécessité naturelle que leurs gouvernants fussent un pouvoir indépendant et d'un intérêt opposé au leur. Il leur parut beaucoup mieux de considérer que les divers magistrats de l'État fussent leurs tenants et délégués, révocables à leur gré. Autrement dit, hein, c'est là qu'on va voir apparaître hein, les fameux gouvernements qui changent après chaque mandat. Or, le problème, c'est que si vous élisez un gouvernement et que ce gouvernement-là décide hein, de faire au nom de la majorité ou du peuple certaines actions qui briment les libertés individuelles, bien, vous vous retrouvez avec une autre forme de tyrannie. Donc, c'est cette nouvelle forme de despotisme hein, qui va être mise de l'avant par Mill. Ce n'est pas le premier à le faire. Vous avez bien sûr deux libéraux français qui l'ont fait avant lui. Donc, vous avez les dangers de la tyrannie de la majorité identifiés par Tocqueville dans un livre qui s'appelle De la démocratie en Amérique, comme bien sûr ce qu'on retrouve chez Constant, un autre libéral. Ce que nous dit hein, cette fameuse tyrannie de la majorité, c'est que quel est le danger finalement de la démocratie? C'est que la souveraineté du peuple finit par être comme un tyran. Donc, la majorité forme un nouveau tyran qui risque d'opprimer certains individus ou certaines minorités. Donc, on va l'opposer finalement à une conception plutôt libérale qui met l'accent non pas sur le peuple, mais plutôt sur l'individu lui-même. Chacun des individus qui doivent avoir des garanties sur leur liberté. En ce sens-là, on oppose habituellement deux systèmes différents. D'une part, vous allez retrouver en France ce qu'on appelle le système de type républicain, qui fait référence à la République française. Rousseau est bien sûr un des penseurs de cette idée du nouveau contrat social, où finalement le peuple, à partir du moment où c'est lui hein, qui décide de ce qui formera l'ensemble de la société, c'est-à-dire des lois hein, qui va encadrer l'ensemble de la société, pour Rousseau, le fait que le peuple lui-même forme ses propres lois est le signe même que les lois forment sa propre liberté, parce qu'on choisit de le faire. Dans cette perspective-là, ce fameux système républicain hein, fait référence à une notion
qu'on a vu à ce qu'on appelle la liberté positive, une liberté comme autonomie, hein, autonomie de chacun des citoyens capable de raison. Et lorsque, bien sûr, chacun des citoyens raisonne, ben, nécessairement, la raison va triompher, puis l'expression de la majorité sera, bien sûr, toujours vraie. C'est bien sûr la majorité qui aura le fin mot de l'histoire sur ce qui est le mieux sur l'ensemble de la société. Donc, bien sûr, on sait que c'est cette conception du système républicain, d'une liberté dite positive, hein, d'avoir le contrôle non seulement sur soi, mais sur l'ensemble de l'organisme dans lequel nous sommes, l'État, bien sûr, ce contrôle-là risque de devenir tyrannique selon les libéraux. Donc, le système opposé, c'est le système libéral qui conserve finalement l'opposition entre d'un côté le gouvernement, avec ses lois, ou même la société, les autres, hein, tous les autres dans la société qui peuvent hein, s'immiscer dans ma sphère privée et me contraindre d'une certaine façon. Donc, tout l'enjeu du système libéral, c'est de garantir un espace individuel, de garantir cet espace-là contre toute entrave, que ces entraves-là soient celles de l'État par des lois, ou même les entraves, par exemple, d'une société hein, qui, par le biais de normes, d'opinions, hein, contraindrait l'individu à une seule façon de vivre. Hein, on aurait ici le problème du conformisme. C'est des choses hein, que nous allons approfondir chemin faisant. Alors, la nouvelle forme de despotisme qu'on vient d'identifier, c'est ce qu'on pourrait appeler un despotisme plutôt social, par opposition à un despotisme plutôt politique. Il faudrait distinguer ici, d'un côté, ce qui est du domaine de l'État, et le débat ici pour Mill est différent de celui qu'on retrouvait, par exemple, chez Locke. Pour Locke, qui se retrouvait dans une monarchie absolue, l'enjeu, c'était de tendre vers un nouveau système, une monarchie parlementaire, où le poids du pouvoir allait être hein, non plus seulement dans les mains d'un roi ou d'un monarque, mais hein, que le poids allait tranquillement être transféré vers celui du Parlement. Donc, l'enjeu, c'était celui du despotisme politique où le roi risquait d'être tyrannique et de ne pas respecter, par exemple, chacun des individus. Chez Mill, alors que la démocratisation fait son chemin, l'enjeu, c'est bien sûr encore le problème de l'État, parce que le peuple, par le biais de la majorité, va former l'État, le gouvernement de l'État, mais il y a aussi une nouvelle forme de tyrannie beaucoup plus insidieuse qui va être en marge finalement de l'État, c'est-à-dire de l'organe de pouvoir qui par soit par exemple son pouvoir exécutif, le gouvernement, ou par le pouvoir législatif, le Parlement, ou le pouvoir judiciaire, le système de justice, va tyranniser, par exemple, les individus. Donc là, il va y avoir une nouvelle forme qui est liée à la société elle-même, juste comment les individus agissent les uns avec les autres sans finalement qu'il y ait une imposition d'une instance politique particulière. Il nous dit ceci, il y a une limite à l'action légitime de l'opinion collective. Donc, quand je parle de despotisme social, il faudrait associer ça hein, à l'opinion collective, à ce que les gens pensent, c'est associé au conformisme
qui risque de détruire ce qui est le plus propre en nous, c'est-à-dire chacune de nos individualités. Il y a une limite à l'action légitime de l'opinion collective sur l'indépendance individuelle, dit-il. Trouver cette limite et la défendre contre tout empiètement est aussi indispensable à la bonne marche des affaires humaines que la protection contre le despotisme politique. Autrement dit, si je comprends bien le propos de la liberté, c'est vraiment de réfléchir au problème du despotisme, non plus seulement celui du despotisme politique, mais celui du despotisme social, celui de la tyrannie de la majorité, celui finalement où le conformisme risque d'éteindre chacune des individualités qui essaient de se développer et qui, pour Mill, est à la source du progrès social. On le verra tout à l'heure. On en arrive au fameux principe de non-nuisance, qui est, je dirais, l'élément central du texte. C'est un des points culminants, sinon le point culminant du premier chapitre. Il nous dit il y a un seul principe simple qu'on devrait avoir qui nous permettrait finalement de contrer le despotisme, que ce soit un despotisme social ou un despotisme politique. Ce principe est le suivant, les hommes ne sont autorisés, individuellement ou collectivement, à interférer dans la liberté d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. Donc, tant aussi longtemps que ma protection est assurée, je n'ai pas à contraindre quelqu'un en un sens ou en un autre. Ici, ça reprend bien sûr la loi de nature, parce qu'il y a l'idée de nuisance, à interférer dans la liberté de quiconque pour assurer leur propre protection. Donc, l'autre ne doit pas me nuire. Je dois avoir mon espace privé protégé. Et ça, bien sûr, ça fait référence à Locke dans le gouvernement du traité civil. Nul ne doit nuire à autrui, à sa vie, à sa santé, à ses libertés, à ses biens. Mais il y a une difficulté. La difficulté, c'est peut-on contraindre quelqu'un pour son bien propre? Et est-ce que contraindre quelqu'un pour son bien propre, c'est lui nuire? Alors, tout le problème qu'on retrouve ici, c'est quand on dit, par exemple, que nul ne doit nuire à autrui, ben, qu'est-ce qu'on entend par nuire? Et si je veux faire le bien de quelqu'un et je lui impose quelque chose, par exemple, prenons un exemple, celui qui est gambler, celui qui joue à l'argent, qui finit par dilapider tout son argent, est-ce que je peux le contraindre, par exemple, à une thérapie, à le contraindre, par exemple, en diminuant, par exemple, ses ressources, de manière à ce qu'il rectifie son comportement pour son propre bien? Est-ce que ça, c'est lui nuire? Ben là, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment lui nuire. Mais le principe de non-nuisance, lui, c'est de dire, ben, finalement, est-ce qu'on a le droit d'interférer dans ce cadre-là? Et ce qui est intéressant ici, c'est la réflexion qui poursuit celle de Locke, c'est que bien sûr, on doit faire confiance à chacun des individus qui sont capables finalement de choisir pour leur propre bien. Et en ce sens-là, si par exemple, je décide, moi, que c'est bien pour moi de jouer tout mon argent, c'est moi qui va décider de ça tant aussi longtemps que je ne suis pas en train de nuire à quelqu'un d'autre. Tant aussi longtemps, finalement, que la protection est assurée pour tout le monde. Ceci nous mène finalement à deux types de contraintes. Une contrainte qui serait légitime et une contrainte qui serait, selon Mill, illégitime. Une contrainte légitime, pour Mill, c'est une contrainte qui permet finalement d'empêcher de nuire à l'autre. Donc, quand on parle de liberté sociale, cette liberté, bien sûr, suppose que
oui, hein, quand on est avec d'autres personnes, il y a une limite, hein, à ma liberté. Je ne peux pas tout faire. Ma liberté individuelle n'est pas infinie. Si je nuis à l'autre, lorsque j'ai un rapport à l'autre et que je peux lui nuire, alors là, la communauté, que ce soit la société ou même l'État, euh, peut intervenir. Il dit la chose suivante. La contrainte ne se justifie que lorsque la conduite dont on désire détourner cet homme risque de nuire à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un risque, au moins un risque important. Ce risque, hein, de nuire à l'autre, hein, peut se faire de deux manières différentes. Donc, on peut, dans ce cas-là, empêcher de nuire par son action. Donc, on peut nuire par son action en volant, en tuant, en intimidant, en fraudant. Donc, la contrainte est légitime lorsqu'on essaie d'empêcher quelqu'un qui va faire une action qui nuit à l'autre. C'est ça l'idée. Et dit-il, on peut aussi empêcher quelqu'un de nuire par son inaction. Donc, on va dans ce cas-là peut-être pas l'empêcher de nuire, mais en tout cas, on va l'empêcher de nuire après coup. On va lui donner une sanction. On va le contraindre, par exemple, de manière à ce qu'il rectifie son comportement par la suite. Si, par exemple, hein, la personne n'a pas agi, si, par exemple, il n'a pas témoigné devant un tribunal, hein, parce que c'est un devoir de le faire, s'il n'a pas porté secours à quelqu'un, s'il n'a pas protégé le faible, dit-il, et on pense, par exemple, si on a un enfant qui est un faible dans ce cas-ci, ben, j'ai quand même des devoirs envers mon enfant et si je ne m'en occupe pas convenablement, bien sûr, je peux avoir des sanctions de la part de l'État et là, l'État pourrait très bien me contraindre, voire même m'enlever mon enfant dans le cas d'une responsabilité parentale. Donc, il y a deux types, hein, d'actions qui nuisent. Deux types d'actions qui nuisent, une par notre action, l'autre par notre inaction. Il dit, par exemple, qu'il faut peut-être être un peu plus scrupuleux quand on regarde, hein, le problème de l'inaction. Hein, des fois, c'est un peu plus délicat, dit-il. Mais il y a des contraintes qui sont carrément illégitimes selon lui lorsque lorsque les contraintes sont pour le bien propre de l'individu. Donc, contraindre un individu pour son bien propre, pour son propre bien, n'est pas suffisant. Donc, lorsqu'il y a seulement un rapport à soi, il n'y a aucune raison pour que la société ou l'État intervienne. Pour ce qui n'intéresse que sa personne, dit-il, son indépendance est de droit absolu. Autrement dit, hein, à une époque, hein, qui est l'époque victorienne, où hein, il y a une forme de on pourrait dire de conformisme social, souvent religieux, par exemple, où on va dire que le jeu, c'est pas correct, ou la boisson, c'est pas correct, ou hein, c'est le problème des mœurs, des comportements qui sont pas souhaités. Ben là, hein, on aurait tendance à faire en sorte, finalement, de contraindre certains individus ou le stigmatiser, le mettre dans un coin et faire en sorte que cette personne-là hein, ait plus le droit de parole, puis ait plus le droit de s'exprimer. Puis, bon, ben non, chacun finalement peut savoir c'est quoi son bien propre. Puis si ça ne me concerne que moi-même, hein, ça doit être l'Église, les religieux, l'État ou l'autre personne, elle n'a pas droit d'intervenir. Donc, hein, ça mettrait un frein finalement, une sorte de conformisme social qui risque d'être tyrannique. On achève. Euh, restriction quant à l'application du principe. Il va dire, bien entendu, le principe de non-nuisance. Le fait finalement que quelqu'un ne soit autorisé à contraindre un autre que lorsqu'il y a nuisance, lorsque la protection d'une autre personne est en jeu, il va y avoir des restrictions, c'est-à-dire qu'on peut contraindre les enfants. Parce que les enfants, bien sûr, n'ont pas encore tout leur développement. Et je pense qu'ici, il faut avoir l'idée hein, que
l'individualité doit se développer et bien entendu, un enfant, ce n'est pas encore un individu pleinement accompli. On va bien sûr parler de la maturité de leurs facultés et bien sûr la majorité fixée par la loi. Chacun des pays habituellement va statuer en grosso modo 18 ans euh, pour, euh, pour l'âge convenable hein, pour que l'individu finalement soit à sa propre charge. Sinon, ben, il est à la charge d'un adulte, de ses parents ou de son tuteur. Et en ce sens-là, on peut très bien lui imposer quelque chose. Mais pire encore, hein, il va beaucoup plus loin que ça, il va dire ceci ne s'applique pas pour les sociétés prémodernes. Autrement dit, toutes les sociétés en dehors de l'Europe. Ou en tout cas, les sociétés hein, qui n'ont pas pris le tournant hein, moderne, occidental, qui naît à la Renaissance. Et ici, hein, le colonialisme se justifie comme une entreprise civilisationnelle. On se souvient que Mill est lui-même administrateur de la Compagnie des Indes. Et en ce sens-là, on peut très bien imposer à des barbares, dit-il, hein, une manière de faire dans la mesure où ils ont beau hein, essayer de discuter les uns avec les autres, ils n'arriveront à rien parce qu'ils n'ont pas atteint un stade assez évolué. Aujourd'hui, hein, cette conception-là nous apparaît complètement, euh, complètement contradictoire avec cette idée selon laquelle on n'a pas le droit d'interférer. Mill légitime donc une sorte de despotisme éclairé, non pas envers l'individu au sein de notre société, de notre État, mais au sein d'autres États considérés comme étant non civilisés. Là, je serais tenté hein, de reprendre le beau débat qu'on a eu avec le N-word, où Aimé Césaire, hein, dans un des clips que vous pouvez assez facilement retrouver, montre hein, que dans l'émancipation justement de la littérature noire, vous avez finalement, hein, pour Aimé Césaire, un grave problème parce que les Occidentaux pensent tout le temps en termes de la civilisation. Mais il va dire, hein, le genre humain, hein, le principe n'est applicable que lorsque le genre humain est capable de s'améliorer par une libre discussion entre égaux. Ça, c'est la civilisation. Alors que pour Aimé Césaire, ben, finalement, c'est qu'il n'y a pas la civilisation, il y a des civilisations et chacun, finalement, a une conception particulière de vivre ensemble. Alors, ça donne tout, je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait dans ce type de réflexion et de voir jusqu'à quel point, finalement, euh, ce fameux libéralisme développé euh, par Mill est acceptable sous cette forme-là, c'est-à-dire finalement qu'on pourrait exporter en un sens, voire même imposer le libéralisme, voire même le capitalisme aux autres nations. Je pense hein, qu'on aura une réflexion à avoir là-dessus. Donc, les deux difficultés ou contradictions potentielles du texte, je voulais tout de suite qu'on l'ait à l'esprit pour voir un peu hein, euh, là où ça risque d'achopper. Ben, premièrement, quand on parle des enfants, la contrainte envers les enfants ne suppose-t-elle pas une conception véritable du bien? Est-ce qu'on n'est quand même pas en train de dire hein, que si le principe ne s'applique pas aux enfants, ben, c'est parce que les enfants, ils ne savent pas encore c'est quoi qui est bien. Ben, ça veut dire qu'on a la prétention de dire ce qui est bien. Ça veut dire que la raison serait capable d'avoir une vérité sur le bien. Et là, on donnerait crédit, par exemple, à une conception plus positive de la liberté, une liberté positive, c'est-à-dire une liberté où quand j'ai la raison, je peux m'obliger à certaines actions qui me rendent libre. Et là, on penserait, par exemple, à Platon, la possibilité, par exemple, de contraindre mes désirs, contraindre hein, certaines de mes besoins, de mes désirs personnels, de mes préférences, bien, ça serait aussi euh, euh, me libérer en quelque sorte. Euh, bien sûr, on sait que Mill
hein, ne pense pas ça, hein, va essayer de penser toute la liberté en termes négatifs, mais bien sûr, ça pose tout le problème de l'éducation et on verra à la toute fin hein, qui va se positionner par rapport à l'enjeu de l'éducation dans les applications. Et ensuite, deuxième problème qui est encore plus aigu, me semble-t-il, parce que est-ce qu'on peut considérer finalement les autres civilisations finalement comme des enfants? Parce que c'est clairement ici le rapport qu'on doit faire. Le despotisme éclairé n'impose-t-il pas une conception arbitraire et intéressée du bien? Le bien, selon les Occidentaux, selon les Européens, hein, selon notre manière de voir hein, ce qui est bon pour tout le monde. Et là, certainement hein, que Mill prête le flanc à la critique. L'approche utilitariste pour terminer. L'approche utilitariste que vous verrez à la prochaine session, on va quand même en glisser un mot parce que Mill nous dit quelque chose d'intéressant là-dessus. Puis bien sûr, il y a un autre enjeu qui va être au cœur même de la liberté. Il va quand même dire que, en tout cas, si on parle de bien, le seul bien qu'on peut concevoir ici, c'est celui de l'utilité. Et c'est le seul critère valable en morale. Donc, si on parle de bien, là, puis on veut dire qu'il y a quelque chose d'universel, ben, chacun a des individus hein, cherche finalement à avoir le plus grand bonheur possible. Donc, c'est cette fameuse conception-là qu'on retrouve chez Bentham. Mill dit qu'il faut viser les intérêts permanents de l'homme en tant que susceptible de progrès. Donc, l'humain, il y aurait une sorte de bonheur potentiel qui peut s'accroître, s'accroître, s'accroître si on fait progresser la société. Et il reprend en ce sens-là une des arguments de Bentham que toutes les législations, toute la morale, finalement, devrait viser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Donc, le bien, ce n'est pas un bien absolu avec des règles, des règles universelles qu'on doit imposer, mais c'est plutôt essayer de voir, hein, selon l'évolution des sociétés, c'est quoi le plus grand bonheur du plus grand nombre. Or, ce qu'on voit ici, hein, c'est un tour de force qui est en train d'opérer Mill. Il essaie de concilier finalement la position libérale avec celle de l'utilitarisme, ce qui n'est pas de prime abord évident. Pourquoi? Parce que le bonheur collectif peut être un risque quand on pense au danger de la tyrannie de la majorité. Pourrait-on finalement brimer la liberté d'une minorité ou de certains individus au profit d'un bonheur collectif? Et là, on aurait bien sûr l'approche utilitariste de Bentham du bien considéré comme le plus grand bonheur du plus grand nombre. Là, la démocratie hein, qui s'incarne dans une majorité pourrait devenir tyrannique. Et là, au nom du plus grand bonheur du plus grand nombre, ben, on risquerait de brimer les libertés individuelles que semble mettre de l'avant Mill. Comment Mill va sortir de cette impasse? Sa solution, c'est d'abord de dire qu'il faut maximiser le développement de l'individualité. Hein, au chapitre 3, ça va être l'idée du bien-être comme un des éléments du bien-être. L'individualité, c'est ce qui permet finalement un véritable bonheur. Et mieux encore, il va nous dire que sauver l'indépendance individuelle est le meilleur moyen d'assurer un progrès collectif. Donc, il ne faut pas hein, opter pour une sorte de tyrannie de la majorité qui semble être en accord avec le principe de Bentham du plus grand bonheur du plus grand nombre. Il faut plutôt opter pour le principe libéral de conserver la plus grande liberté individuelle, puis conserver finalement cette idée que chacun est capable de choisir ce qui est bien pour soi-même, puis de ne jamais se faire imposer un bien qui vient de l'extérieur, parce qu'en faisant ceci, on développe les individualités, et ces individualités fortes, finalement, finissent par construire le progrès social. Et ça, bien sûr,
se sera développé dans tous les autres chapitres, notamment le 3e chapitre sur l'individualité. Ça termine mon propos. En bref, on va retenir 3 notions clés au cœur de ce chapitre qu'il ne faut pas passer à côté. En fait, j'en ai mis 4, je m'en excuse. Je n'avais pas mis la tyrannie de la majorité à part, je l'avais associé finalement au problème de la liberté sociale, mais j'en ai mis un, je le corrigerai. Donc, liberté sociale, hein, liberté finalement en rapport avec les autres. Le problème de la tyrannie de la majorité, hein, qui va être le despotisme social, ce nouveau despotisme qui est un danger lié à l'avènement de la démocratie. Le fameux principe de non-nuisance, qui en anglais hein, est Arm Principle. Et enfin, cette idée d'une indépendance absolue de la sphère privée au sens strict quand on ne parle que de soi-même. Hein, il dit en ce sens-là, on a une indépendance absolue. Prochaine capsule, ce sera le 2e chapitre, la liberté de pensée et de discussion. Et on peut déjà essayer de réfléchir à cette difficulté. Comment Mill peut-il dire qu'on peut discuter comme bon nous semble lorsque, bien sûr, lorsqu'on discute, nécessairement, on discute dans soit avec un autre ou dans la sphère publique et que là, bien sûr, d'autres peuvent être impliqués. N'y a-t-il pas une limite à ce qu'on peut dire? Mill semble dire que non, ou à tout le moins, non, à moins de certaines circonstances bien particulières. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette capsule.